That gun looks more fitting for a woman. You know much about guns, Mr. Bond? No, I know a little about women. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? It's got to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I got the bitch. Down there. Bienvenue à Nassau. Aujourd'hui, nous parlons de Opération Tonnerre, sorti en 1965 et réalisé par Terrence Young, avec Sean Connery, Claudine Auger, Luciana Pavarotti, Rick Van Nutter et Adolfo Celli. Je suis Mathieu, et quand vous faites référence à moi, s'il vous plaît, appelez-moi pas le vieux. Alors, bienvenue dans cette méga rétrospective des aventures de l'agent secret James Bond. On est rendu à l'épisode 005 avec le film Opération Tonnerre. La rétrospective a commencé avec le film de 1954, Casino Royale, et on se dirige là à plein feu. En tout cas, on va voir si c'est vraiment ça. Toutes les semaines, on va couvrir un film de James Bond jusqu'au nouveau film Mourir peut attendre. Vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com où vous allez voir tous les 28 films qui vont être couverts dans cette rétrospective-là. Comme j'ai dit, il va y avoir un film par semaine, mais ça n'empêchera pas de couvrir les films de l'univers de DC et les films de les slashers avec Freddy et Jason. C'est des choses qui n'empêchent pas. On va juste faire les James Bond vers la fin de la semaine, puis en début de semaine, ben, on va continuer les rétrospectives là, qui ont déjà été commencées l'année passée. Alors, pour le film d'Opération Tonnerre, il y a quand même une histoire assez complexe en arrière de tout ça. Le film d'Opération Tonnerre, ou le livre d'Opération Tonnerre, n'appartenait pas vraiment à Ian Fleming. Au départ, ça devait être le premier film qui allait être fait pour James Bond, quelque chose comme en 1959. Il y avait une histoire qui avait été écrite avec Kevin McClory et Ian Fleming. Par la suite, une fois qu'on a le projet de James Bond en 1959 ne s'est pas produit, fait que Ian Fleming est parti de son bord et a écrit le livre se basant sur l'histoire qu'il avait écrit, mais il avait laissé de côté Kevin McClory, fait que finalement il y a eu des poursuites judiciaires, puis Kevin McClory a gagné les droits finalement. Alors dans tous les droits des livres d'Ian Fleming, les Broccoli et les Saltzman, les deux n'avaient pas vraiment les droits pour faire Opération Tonnerre. Sauf que là, McClory venait de gagner sa cause, mais il voulait faire les films aussi. Il voulait comme un peu faire de l'argent sur le nom de James Bond rendu là. Pour la Eon, eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'était au service secret de Sa Majesté. Mais le but là-dedans, c'est que il y avait le film de Casino Royale qu'on va parler au prochain podcast, qui était en pré-production ou en production. Fait que Ian savait que si maintenant il y avait un autre produit de James Bond qui sortait, en plus, avec le film de Casino Royale, puis en plus, il y avait une Opération Tonnerre qui sortait, qui était en concurrence avec leur James Bond. Ils savent que le film de Casino Royale va être une comédie, puis ce sera pas exactement comme leur affaire. Puis, si maintenant il y a une Opération Tonnerre qui n'est pas vraiment fidèle à leur univers à eux autres, fait que ça va peut-être jouer contre eux autres. Fait que Ian va faire un pacte avec le diable, si on veut, avec Kevin McClory, puis ils vont faire comme un produit conjoint avec lui. Ce qui va faire que on va avoir le film d'Opération Tonnerre qui va être dans le même univers qu'on suit depuis le film de Dr. No. Puis dans leur entente, McClory, lui, il n'aura pas le droit de, à partir de là, quand même, faire d'autres films de James Bond. Il va signer une entente que en 10 ans, il peut reprendre les droits d'Opération Tonnerre, ce qui va amener à le film de 83 qu'on va parler, là, qui va être plus que 10 ans plus tard.
l'histoire, mais lui là-dedans, c'est beau, il y a une entente. Il réussit à mettre son histoire à l'écran. Puis en même temps, pour lui, il se dit OK, c'est beau, dans 10 ans, je vais pouvoir partir puis faire quelque chose d'autre avec le projet. Mais, tu sais, puis en même temps, dans 10 ans, je suis pas mal sûr que James Bond va être encore viable. Fait que pour lui, c'est une bonne entente dans un certain sens. Alors, comme qu'on a fait là, pour tous les épisodes précédents, le film d'Opération Tonnerre est basé sur le livre écrit là, par Ian Fleming. Le film, comparé au livre, il va y avoir des petites choses qui vont avoir été modifiées. On va avoir ajouté un petit peu quelques petites affaires pour le transposer en film. Mais en général, là, comme les derniers films, on a quand même quelque chose là, qui suit pas mal le narratif quand même là, du livre. Puis quand même assez fidèlement. Il y a des affaires là, qui sont modifiées. Mais je veux dire, pour l'idée générale, ça reste quand même la même histoire de base. Mais ce qui est important avec toute l'histoire, quand on rajoute, OK, c'est beau, il y a les missiles ou les bombes nucléaires qui font apparaître, qui sont dans le livre. Il y a Domino qui est là-dedans. Le personnage, il y a l'argot, pas mal tout le monde est là. C'est sûr que dans l'univers des livres, c'est là où on a pour la première fois le Spectre. C'est là où il fait son apparition. Dans le fond, Spectre apparaît pour 3 livres. Ça, c'est le premier des livres qui apparaît. Puis après ça, il apparaît là, dans le suivant, au service secret de Sa Majesté. Puis on a vu que 2 fois, c'est comme une trilogie, c'est 3 livres là, dans l'univers des livres. Mais dans les films, on a eu une approche différente. On n'a jamais vraiment embarqué Smersh, qui faisait partie des livres du début, là, dans les premiers livres. Et on avait apporté Spectre dès le début. Fait que c'est quelque chose qui change beaucoup là, dans les livres. Mais c'est vraiment, il faut différencier plutôt les deux personnages. Je veux dire, c'est le même personnage, mais les deux univers. Fait que dans l'univers cinématographique de James Bond, on est rendu quand même au 4e film à partir de Dr. No. Puis on a déjà établi des choses. Fait que c'est sûr que il y a des choses qui sont pas exactement pareilles parce qu'on a une histoire à suivre à partir là, des 3 premiers films. Puis c'est ça qui va changer quand même. Sauf que quand on regarde l'idée narrative du livre, on a pas mal toute la même affaire. Là. Ça termine pareil avec Domino qui tue l'argot. Mais c'est bien des affaires là, qui sont bien similaires. Mais comme qu'on a fait là, avec Goldfinger puis Bob et Russie, on rajoute des affaires un peu partout quand même, là, juste pour que ça soit ancré là, plus dans l'univers cinématographique que dans l'univers des livres. Alors, le film ouvre avec ce qui a été établi là, dans les précédents, avec le canon de fusil, où on voit James Bond, qui est maintenant interprété par Sean Connery. D'après ce que je peux lire, c'est que c'est pas parce que c'était Sean Connery qui faisait le rôle, puis là on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée là, d'avoir Sean Connery au lieu de Bob Simmons qui fasse James Bond dans l'introduction. C'est plus parce qu'on a changé là, le type de manière à filmer, là, plutôt la caméra. On était rendu en Panavision, puis qu'il a fait que le moule de l'image n'était plus pareil. Fait que on devait tout refilmer le début, puis on s'est dit on va mettre Sean Connery au lieu de Bob Simmons, on va le refaire correctement. Puis moi je suis bien content de ça. Dans le fond, c'est sûr que j'aurais vraiment aimé ça là, que ce soit Sean Connery qui soit là à partir du premier film. T'sais, dans le premier film, ça a été quelque chose là, qui a été fait par la suite après que tout soit filmé, puis c'était comme un test, puis la manière c'est arrivé là, il n'y avait plus grand temps, puis tout ça, c'était un peu comme broché à la fin de la production. Puis
Puis c'est correct, là. Mais peut-être que, tu sais, pour Bon baiser de Russie, ben, ça aurait été une affaire qui aurait dû comme un peu corriger tout de suite. Mais, tu sais, encore là, dans Bon baiser de Russie, c'était comme un peu une fois qu'ils ont tronqué ça, tout ça, tu sais, ils savaient pas comment qu'elle allait faire dans le montage au début du film, puis savoir si, mettons, il allait pas garder le même moule du premier film, puis tout ça. Fait que, ok, c'est beau, on a, mettons, une excuse dans le deuxième film pour pas avoir mis Sean Connery. Dans le troisième film, ben, c'est là où peut-être qu'on aurait dû se dire, faisons le début, puis mettons Sean Connery tout de suite en partant, corrigeons les choses, puis, tu sais, je veux dire, arrangeons ça, puis mettons Sean Connery, mais en tout cas, fait que là, on a finalement là, trouvé une raison qu'on avait comme pas le choix en changeant le type de format qu'on n'avait pas le choix de refilmer la scène. Puis c'était à peu près temps. Alors par la suite, ben, tu sais, comme on avait établi là, dans Goldfinger, où ce qu'on avait une histoire à part dans le pré-générique, ben on a une histoire grosso modo, tu sais, oui, on va en faire référence un petit peu plus loin dans le film, mais tu sais, ça a comme pas vraiment là, de lien. C'est comme une fin de mission, comme qu'on avait vu là, dans Goldfinger. C'est une fin de mission où il y a quelqu'un, le colonel Jacques Bouvard, que lui travaille pour Spectre. C'est le numéro 6. Puis c'est ça, quelque part, ben, il y a un antécédent avec James Bond que Bouvard avait assassiné d'autres agents. Puis c'est ça. Fait que James Bond, ben, lui, quelque part, il était sur sa trace. Puis finalement, ben, Jacques Bouvard a fait une mise en scène pour dire pouvoir montrer qu'il était mort. Puis en tout cas, finalement, ben, à cause que c'est lui qui va ouvrir la porte de sa limousine, ben, c'est comme ça que James Bond va faire pour savoir que c'était pas une femme, que dans le fond le colonel s'était déguisé en sa femme. C'est un petit peu nono comme déduction que James Bond va faire, mais tu sais, ils nous mettent vraiment ça à l'écran, puis tu sais, je comprends un peu où est-ce qu'on va arriver là. Moi, ça me dérange pas vraiment là-dedans. Tu sais, dans le fond, aussi, comme établi un peu plus tôt, ben, tu sais, dans Bon baiser de Russie, où ce qu'on avait eu la scène du début, comme pour tuer James Bond, ben, tu sais, on part le film, mais, tu sais, on essaie de nous placer avec les initiales là, de JB pour James Bond, mais tu sais, c'est Jacques Bouvard. Mais, tu sais, le côté, je me dis, peut-être qu'on aurait dû niaiser un petit peu plus longtemps là, sur le JB. Tu sais, que peut-être pas montrer James Bond de suite. Tu sais, rendu là, si maintenant on voulait nous faire à croire que James Bond était dans un cercueil puis qu'il était peut-être mort, ben, tu sais, on aurait peut-être juste niaisé peut-être 30 secondes, une minute, au lieu de juste nous montrer tout de suite James Bond en partant. Puis la manière que c'est démontré, ben, tu sais, on n'a jamais le temps de penser que peut-être que c'est James Bond qui est mort. Tu sais, c'est juste ça un petit peu, c'est comme un petit peu mal réalisé. Alors, James Bond va suivre la veuve, puis finalement, ben, c'est ça, il va démasquer la veuve en étant là, le colonel Jacques Bouvard. Ce qui va être le fun là-dedans, c'est que ça va être James Bond qui va se battre contre Bob Simmons ou la doublure à Sean Connery. Ça va se battre quand même assez sauvagement. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé là, dans le train avec le personnage de Grant, où on s'avait battu assez sauvagement aussi. Mais honnêtement, je veux dire, ça n'a rien là, sur le film de Bon baiser de Russie. Là, le combat dans le train, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Là, quelque part, c'est comme un combat d'intro. Oui, on réussit à lancer des bons coups puis tout ça, là, mais c'est quand même correct. Là, mais c'est juste un intro, ça met un peu d'action, puis c'est correct, puis en plus, ben, c'est juste savoir un peu là, que c'est qui se battent, là, ben, c'est quand même le fun de voir dans le fond que c'est Bond, puis sa doublure. Alors, Bond va partir de là. Il va partir avec un genre de jetpack. Le jetpack a été filmé live. C'est quelqu'un d'autre là, qui est en train de contrôler le pack. Mais je veux dire, c'est quand même assez impressionnant à voir. Je veux dire, il monte vraiment. Il monte puis il redescend. Là, puis c'est tout ce que ça pouvait faire. Mais c'est juste quand même assez impressionnant en voyant ça. Bien sûr, on va voir encore l'Aston Martin au début. Quand même, où dans le fond, le gadget qu'elle va sortir, c'est qu'elle va avoir comme une pression d'eau qui va sortir en arrière.
c'est quand même le fun un petit peu là, comme introduction. T'sais, on fait pas grand chose, on n'a pas une scène élaborée comme qu'on avait eu là, dans Goldfinger, mais je veux dire, juste un peu de revoir la Aston Martin, c'est bien le fun pour commencer le film. Fait qu'après ça, ben, on tombe au générique où ce qu'on a la chanson thème chantée par Tom Jones. Honnêtement, je pense que j'aime mieux la tune que la tune de Goldfinger. Mais c'est comme un peu la même tune de Goldfinger. On s'entend que c'est pas mal dans les mêmes lignées, ça sonne comme pareil un peu. Oui, comme j'ai dit, peut-être que je l'aime un petit peu plus là, que la tune de Goldfinger. C'est pas que je déteste la tune de Goldfinger, c'est juste que je pense que j'aime un petit peu plus la tune de Thunderball. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup mieux que le film de Goldfinger et de Bon Baiser de Russie qu'on avait eu avant, c'est qu'on a Morris Bender qui nous fait le générique, puis que là, ben, on a des femmes nues qui nagent dans l'eau. Ben, je veux dire, on ne les voit pas, là, mais je veux dire, juste le visuel, toutes les couleurs, tout ça, je trouve ça pas mal plus le fun à regarder que ce soit une femme nue ou pas, mais je veux dire, juste avec un projecteur dessus, je trouve que ça faisait cheap. Là, on a essayé de faire quelque chose un petit peu plus artistique comme introduction. Ça va être comme un peu là, la base là, de ce qu'on va voir pas mal là, dans les prochains films. Mais je veux dire, je trouve que c'est pas mal plus le fun à regarder ça. C'est plus un peu psychédélique peut-être. On rentrait aussi là, dans le temps des hippies, là, je veux dire, c'est ça qui commençait aussi là, en fait de culture. Fait que c'est peut-être un peu tout ça ensemble là, qui fait que je veux dire, ça fait plus intéressant à voir. Alors, on se ramasse à Paris, où on a l'introduction, comme toute de Spectre, puis l'agent numéro 2, Largo, qui va être pas mal notre méchant principal du film. Même si on ne sait pas, ben, c'est Anthony Dawson encore qui va faire le personnage là, de Blofeld. C'est pour ceux qui n'ont pas écouté là, les derniers podcasts, là, que pour X raison, vous avez commencé avec Opération Tonnerre. Ben, Anthony Dawson était le professeur Dent dans Dr. No. Et puisqu'on ne voyait pas son visage, ben, c'était lui qui avait fait Blofeld dans Bon Baiser de Russie. Puis, ben, c'est ça, il va être de retour dans le film d'aujourd'hui. Mais ce sera pas lui qui va faire la voix, mais c'est juste lui physiquement. Là. Fait que c'est là qu'on va apprendre c'est quoi le plan là, de Spectre, comment que ça fonctionne. Avant de ça, on va voir comment que la table où on a plusieurs agents de Spectre, ce qu'ils vont comme dire leur rapport là, de toutes les opérations qu'ils font là, globalement. Puis, c'est là que il y en a un qui va essayer d'en passer une croche un peu envers Spectre, puis que le Blofeld, ben lui, il va juste l'exécuter sur place, là, il va électrocuter sa table, sa chaise, puis il va mourir là. C'est juste pour montrer que dans le fond, là, ils niaisent pas avec la POC, eux autres, t'es avec eux autres ou t'es contre eux autres. Là. C'est vraiment binaire comme pensée, mais c'est ça. Eux autres, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis même, on va revoir ça un peu plus tard là, dans le film. Alors, c'est là qu'on va savoir c'est quoi le plan total pour le film. C'est quoi vraiment le grand plan machiavélique de Spectre dans le film d'aujourd'hui. Eux autres, le plan, c'est de voler 2 bombes, puis demander en rançon les pays, que ce soit les États-Unis, puis l'Angleterre, ben, il va lui demander 100 millions de livres ou 280 millions de dollars. Ce plan-là, il commence avec un monsieur qui s'appelle Angelo, que lui a eu une chirurgie plastique pour ressembler à Major Derval, que lui, en bout de ligne, il a été engagé pour voler là, les bombes. Mais il y a quelqu'un qui était là pour superviser, dans le fond, être sûr que tout se procède là, correctement. On a le comte Lippé qui est à la clinique santé, où ce que le personnage Angelo aussi est là. Puis le comte Lippé, ben, en étant à la clinique de santé, c'est comme par hasard que James Bond aussi est là. Juste dans le fond, ça fait un peu allusion à ce qui s'est passé au début aussi, qu'ils se sont battus un peu brutalement, puis là, ben, il doit juste un peu guérir. Dans le livre, c'est plus pour s'en mettre en forme, là, parce que je veux dire, il est en train de s'intoxiquer, à fumer trop, puis à boire trop. Juste un petit peu une nuance, là, mais ça ne fait pas de tort non plus. Là. Il y a peut-être ça un peu dans le tas. Pour qu'ils se remettent un peu en santé là, ou reprendre des bonnes habitudes.
Mais Bond étant ce qu'il est, je veux dire, il va comme s'agripper à n'importe quoi. Puis là, ben, le comte Lippé, il passe en face de lui. Puis il remarque son tatou sur son bras qui est comme un carré avec un clou dedans. Puis je veux dire, ça attire son œil. Puis là, il va commencer tout de suite à faire son enquête sur la personne, savoir c'est quoi exactement. Ça me dit que j'aimerais pas ça croiser James Bond à quelque part. Moi, j'ai pas de tatou. Fait que peut-être qu'il pourrait regarder puis dire ben c'est pas normal qu'il n'y a pas de tatou. Puis peut-être qu'il doit avoir quelque chose à cacher d'autre chez lui, tout ça. T'sais. En tout cas, je sais pas. Je trouve juste ça un petit peu n'importe quoi là, qui agrippe sur n'importe quoi. Là. Je veux dire, ça a comme pas vraiment là, de rapport. Mais c'est ça va amener à ce qu'une fois que le comte Lippé il va quitter l'endroit, ben James Bond va se dire ben regarde, je vais aller fouiller sa chambre. En fouillant sa chambre, ben, dans le fond, il va se faire apercevoir par Angelo. Puis que ça va faire qu'en bout de ligne, ben, il va avoir comme une petite guéguerre qui va se faire là, à la clinique. James Bond va être rendu sur une chaise, là, pas une chaise, une table d'étirement. Puis il va être comme attaché là, puis le comte Lippé ben, va repartir la machine à vraiment au maximum, puis ça va faire que, tu sais, c'est quand même assez rare qu'on a vu ça, mais tu sais, c'est un moment où on se dit que ça aurait pu vraiment virer au drame, puis ça va peut-être être pas mal la seule fois dans le film que on va sentir que peut-être que James Bond il sait pas comment s'en sortir, un petit peu comme la table avec le laser dans Goldfinger. C'est un peu le même principe. Puis par la suite, ben, t'as le moment de tension qui est là. Mais à partir de là, ben, on sait bien qu'en bout de ligne, le film va finir avec James Bond en pleine santé. Mais peut-être qu'il va avoir grandi de 6 pouces, là. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Fait que l'infirmière qui l'avait embarqué là-dessus, ben, d'une manière qu'elle va essayer de s'excuser un peu, mais James Bond va comme un peu abuser de la situation. C'est peut-être un petit peu de mauvais goût à quelque part. C'est sûr qu'ils flirtaient un peu les deux ensemble, mais peut-être que James Bond a encore un peu pesé sur le crayon pas mal. Je veux dire qu'il y a des limites. Là. C'est sûr que James Bond avec le comte Lippé, ben, il veut avoir comme un peu sa vengeance ou faire un retour d'ascenseur. À quelque part, il va le comte Lippé va être comme dans un genre de sauna. Puis James Bond va l'enfermer là, puis il va comme craquer la température au maximum. Fait que c'est pas mal la fin d'un peu là, de cette partie-là. Plus tard, le comte Lippé va revenir avec le cadavre de Derval. Puis James Bond, bien sûr, va les avoir aperçus en train de revenir avec le cadavre. Il va comme trouver ça un peu louche. J'aime quand même un peu là, le fait que James Bond il se promène, puis il fait comme tout, il se promène tout bien nonchalamment. Il va comme déclencher là, l'alarme d'incendie, comme dans le fond pour un peu régler là, si mettons il devait avoir quelqu'un d'autre là, qui apparaisse pour tuer James Bond là, dans son dos, quelque chose de même. Fait que l'alarme est donnée. Fait que le comte Lippé qui avait ramené là, le cadavre de Derval, puis il y avait quelqu'un d'autre aussi là, un autre sans nom là, si on veut, qui l'avait assommé là, il était un peu plus sauve à partir de là. James Bond va partir par la suite, puis il va arriver à Patricia, là, l'infirmière, puis il va dire ouais, on va se rappeler tout ça. C'est comme du typique James Bond. Là. Il s'en fout dans le fond une fois qu'il a couché avec la fille. Là, quelque part, il part à la prochaine mission. Puis à partir de là, ben il y a encore le comte Lippé que il voulait, il s'est arrangé pour essayer de poursuivre James Bond. C'est là qu'on pense qu'il va peut-être avoir une scène avec la Aston Martin. Puis on va revoir d'autres gadgets, puis il va se passer quelque chose. Mais on fait comme se faire tirer le tapis sous les pieds quand le personnage Lippé va se faire assassiner. Dans le fond, il y a une moto qui va arriver en arrière puis qui va faire sauter sa voiture. C'est vraiment quelque chose qui est un petit peu qu'on s'attend pas à ça. Je m'attendais peut-être à ce qu'il y en ait un petit semblant de quelque chose. Je veux dire, c'est sûr qu'on voit les deux voitures, puis il y a de l'air à voir. Il va se passer quelque chose. Le comte Lippé a le temps de tirer un coup d'eux avec son fusil à partir de sa voiture, mais c'est absolument rien en bout de ligne. Là, mais c'est ça. Fait que on voit que la moto, c'est ça, elle a des genres de petits missiles cachés, puis finalement elle fait sauter
la voiture. Plus tard, ben c'est ça, on voit que le chauffeur de la moto, ben c'est Fiona Volpe, qu'on avait vu là, depuis quelques scènes. Elle, son personnage va être comme vraiment un atout pour tout le film. Là. Je veux dire, c'est quelque chose là, que je veux dire, elle c'est peut-être dans le fond l'équivalent de James Bond, mais pour Spectre. Plus tard, elle va coucher avec James Bond, puis dans le fond, elle le fait pour Spectre, comme que James Bond le fait pour l'Angleterre. Elle a une job à faire, puis elle va faire tout pour faire sa job. Au départ, on la voit comme coucher avec le Major Dorval, puis là, le Major Dorval, lui, va être remplacé par Angelo. T'sais, on l'établit tout de suite comme que dans le fond elle est froide à tout ça, t'sais, elle a une mission, puis même si elle a l'air d'être comme un peu attachée à Derval, une fois que Derval se fait tuer, on s'en fout. La mission, c'est la mission. Ce que je trouve quand même assez pas pire là, dans cette scène-là, c'est que Angelo arrive, puis Volpe, elle monte, elle donne les choses à Angelo, puis de genre le masque, puis le gaz, tout ça, puis elle dit plus important, ben, ton argent, tout ça, fait que tout a l'air d'être quand même assez diplomate, je veux dire, il se parle, puis il est payé pour ça, puis tout a l'air bien correct. Tu vois qu'il n'y a pas de genre d'idée de vouloir l'exécuter par la suite, quelque chose de même, je veux dire, il a gagné son argent. Là où ce qu'on voit vraiment que ça change, ben, c'est quand Angelo il arrive et dit non, regarde là, moi j'ai changé d'avis à la dernière minute. Là, moi je veux $250,000 au lieu d'avoir 100,000. Puis sinon, ben, je débarque. À quelque part, lui, il essaie d'extorquer Spectre, mais ça marche pas à quelque part. Elle a réagi assez rapide, elle a dit ben, c'est beau, c'est correct, il n'y a pas de problème, tu vas l'avoir ton argent. Mais comme on a vu un peu plus tôt, ça marche pas de même avec Spectre. Fait que Angelo, lui, sous le déguisement d'Herval, va réussir à embarquer dans un avion qui contient 2 bombes atomiques. Puis, dans le fond, il va les dériver. Il va tuer tout le monde à bord avec le gaz qu'il a reçu. Il va amener l'avion sous l'eau, au milieu de l'océan. Puis, à quelque part, ben, on va avoir des nageurs qui vont aller récupérer les 2 bombes. Mais, au lieu d'essayer de sauver Angelo, ben, quelque part, ben, lui, on va l'assassiner sur place. J'ai pas mal, dans mon opinion, là, il l'aurait pas tué si, mettons, il aurait pas voulu plus d'argent. Quelque part, je pense que le Spectre marche avec certains principes. T'es avec eux autres, t'es pas avec eux autres. Puis juste le fait qu'il a demandé de l'argent de plus, dans le fond, l'entente c'était 100,000, puis là, ben, il voulait 250. Il y a eu comme un bris de contrat, puis ça marche pas de même avec Spectre. Eux autres, ils ont une parole, là. En tout cas, je veux dire, on s'entend, là, c'est pas dans le bon côté, mais quand même, c'est leur guide. Puis là, ben, il y a un bris de contrat, puis on va l'exécuter sur place. C'est quand même assez brutal un peu, là, je veux dire, tu te dis, t'es attaché à ta chaise, puis ça veut pas débloquer, puis finalement, ben, tu te fais couper le tuyau pour respirer, là, du masque, puis c'est carrément assez sauvage comme mort un peu, là, c'est brutal, mais à quelque part, ben, il l'a cherché tant qu'à moi. Puis ça va un peu là, dans la même veine que l'IP quand Fiona Volpe elle l'a exécuté. Dans le fond, le comte Lippe, lui, avec des enfantillages avec James Bond, ben, ça va peut-être coûter l'opération totale. Quelque part, James Bond aurait pu peut-être découvrir ce qui se passait là, avec Angelo. Puis, alors, avec ça, ben, on a jugé que le comte Lippe, là, il devait y passer. Toutes les séquences du vol des 2 bombes, ben, on a plus la musique de John Barry là, qui nous suit tout le long de la séquence. En bout de ligne, on a juste le visuel qu'on voit qu'il y a le vol de bombes, puis
Il y a les. Après ça, ben, une fois qu'elle va dans l'eau, ben, il y a les plongeurs, tout ça, mais on peut pas vraiment dialoguer. Fait qu'il y a John Barry qui nous accompagne pas mal tout au travers des scènes. Puis honnêtement, là, sa trame sonore là, est toujours aussi. Il est égal à lui-même. Peut-être que je l'aime encore un petit peu plus. C'est comme Bon baiser de Russie. Bon, c'est pas mal dans l'égal avec Goldfinger. Peut-être que je pense qu'au dernier podcast, là, j'ai parlé que j'aimais peut-être mieux Goldfinger, mais honnêtement, je pense que je vais tirer plus vers Bon baiser de Russie. Là, mais tu sais, c'est pas mal là, égal. Aujourd'hui, ça va être un peu dans l'égal, peut-être un petit peu plus. Tu sais, c'est comme ces trois trames-là là, vont comme un peu fusionner ensemble un peu, là, en fait, de bon ou pas. Tu sais, je veux dire, ils se distinguent vraiment, là, les trois trames. Là, c'est vraiment trois choses séparées. Ça va être pas mal là par contre à partir là, du film d'aujourd'hui où ce que Barry va nous apporter une expérience différente là, par la suite. Aujourd'hui, ben il va enlever pas mal là, les bases, question de sonner un petit peu plus sous l'eau, puis c'est un bon effet à quelque part. Il va nous enlever comme toutes les bases dans sa musique, puis je veux dire le résultat est ben, il est ce qu'il est, mais je veux dire c'est toutes les mélodies qu'il faut écrire pour le film là, je veux dire ça va faire une très bonne trame. Dans sa trame sonore il avait écrit la tune thème, mais il était pas capable de trouver quelque chose avec Thunderball dedans, fait qu'il y avait lu un article là, qui parlait que James Bond c'était Monsieur Kiss Kiss Bang Bang, fait qu'il s'est dit bon ben regarde, je vais faire une tune mais je vais l'appeler Kiss Kiss Bang Bang, puis cette chanson là ben une fois enregistrée, on l'avait même enregistrée avec Shirley Bassey qui avait fait la chanson thème là, de Goldfinger, mais par la suite ben, on a choisi le producteur, eux autres ils se sont dit non regarde, on veut une chanson qui s'appelle Thunderball, mais c'était carrément page blanche pour John Barry. Alors il s'est retourné là, vers un écrivain, Don Black, pour écrire la chanson, puis finalement ça a été interprété là, par Tom Jones. Puis là ben c'est sûr que ça a fait encore des procédures judiciaires avec Shirley Bassey, que à quelque part ben elle voulait avoir quand même la chanson, je veux dire elle l'avait enregistrée puis elle voulait que ça apparaisse là, en fait là, dans le trame sonore, puis dans le film elle ben c'est ça, à quelque part elle a voulu faire arrêter la production puis tout ça, puis à quelque part ben, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Puis c'est sûr que le film là, était proche de sa sortie, mais John Barry il s'est dit juste pour quand même avoir un peu une illusion que même si la chanson thème a été écrite par la suite, ben il est retourné en studio pour commencer à réécrire un peu sa trame sonore avec la chanson de Thunderball comme trame de fond là, puis je veux dire la mixer avec son film, juste pour pas que non plus que ça a l'air vraiment juste comme une tune à part du film. Il y a quand même des traces de la chanson Kiss Kiss Bang Bang qui se retrouve dans la trame sonore. Fait qu'il y a comme 3-4 thèmes qui se promènent dans le film au complet. Là. La tune thème de Thunderball, qui a les airs qui reviennent. Il y a la tune de Kiss Kiss Bang Bang qui se promène aussi au travers de la trame sonore. Puis ça, c'est avec la tune thème de James Bond. Et à plusieurs endroits aussi, on va voir la tune de 007 qui était un thème différent qu'il avait composé là, pour Bon baiser de Russie. Puis il y a un peu ça, tout ça ensemble, plus comme les nouveaux thèmes pour la trame, tout ça. Fait que c'est une trame sonore qui est quand même assez complexe puis quand même assez pleine comparé à ce qu'on avait eu là, dans les deux derniers films où ce qu'on avait comme un peu 2-3 thèmes qu'on exploitait. Ben là, on a 3-4, peut-être jusqu'à 6 thèmes qui sont exploités au travers là, de la trame sonore. Alors, tout va bien pour Spectre. Les autres, ils ont les bombes, puis ils sont rendus à l'étape de demander là, au pays là, de sortir le cash. Sinon, ben, ils vont faire sauter 2 grandes villes, puis ils disent absolument rien là, de où ce que c'est, tout ça. Fait que ils ont des procédures de genre faire sonner Big Ben 7 fois à 6 heures pour dire qu'ils sont en accord avec ça. Puis en tout cas, même plus tard, on va savoir qu'ils ont comme les pays vont avoir embarqué. Là, ils vont dire qu'ils ont comme pas le choix de payer l'argent parce qu'ils savent pas exactement là, qu'est-ce qui va se passer.
Puis ils ont comme pas vraiment là, de lead de savoir où ce que pour pouvoir empêcher ça. Fait que ultimement, le plan des pays, ça va être de payer la somme à Spectre. Mais à quelque part, on se dit on va essayer quand même là, d'arrêter ça pour pas devoir payer. Fait que James Bond va être envoyé au Canada, puis il va se faire donner un dossier que il va voir la photo là, de Derval, puis c'est sûr que là, lui, il l'avait vu, il avait vu le cadavre à la clinique de santé. Et il y avait la scène où ce qu'on voyait les 9 agents là, 00. On voit pas vraiment leur visage, là, mais je trouve que c'est quand même assez le fun de savoir qu'il y a 9 agents, ça finit juste à 9, il n'y a pas de 10e, il n'y a pas de 0010, mais en tout cas, ça montre quand même là, un peu qu'il n'y a pas juste James Bond. On nommera pas souvent Canada dans la série des films de James Bond. Puis là, chaque fois que James Bond pourrait peut-être se rendre au Canada, il y a quelque part, il y a quelque chose qui arrive. Puis en tout cas, ça va être quasiment une blague à quelque part, peut-être parce que je suis Canadien. Fait que, on le voit plus arriver. Là. Il doit avoir pareil, peut-être d'autres pays qui vont apparaître juste comme tout le temps un peu en blague qu'on y va pas, mais c'est juste que je le remarque là, chaque fois que James Bond pourrait arriver au Canada, il y a tout le temps une raison pourquoi il peut pas y aller. Puis je vais faire juste remarquer qu'un des deux producteurs, Harry Saltzman, il est canadien aussi, là, puis je pense qu'il est même québécois. Mais on n'aurait jamais choisi là, de venir filmer au Canada. Fait que, en tout cas, ça a juste été un peu drôle là, de voir peut-être Sean Connery sur territoire canadien, ou plutôt James Bond en territoire canadien. Mais en tout cas, peut-être quelque chose qu'on va voir éventuellement. Fait que les photos de Derval vont montrer aussi qu'il y a une sœur, puis ça va être comme un peu le seul lien qu'on va pouvoir partir là, sur cette lignée-là. C'est sûr qu'on n'est pas présenté aux autres points de vue là, de tous les 8 autres agents, mais je trouve que on a déjà un lien avec les photos, puis on a quelque chose qu'on peut travailler avec. Pourquoi est-ce que James Bond va partir tout seul? Oui, ok, il va avoir Felix Leiter qui va le rejoindre un peu plus tard, mais je me dis que peut-être qu'on devait avoir peut-être plus de ressources là, qui descendent là, à Nassau pour trouver la sœur d'Herval, puis tu sais, tout exploité un peu au maximum là, cette lignée là. Je trouve que c'est quand même quelque chose. Tu sais, ils ont un document. Ils ont des photos des personnes, puis ils n'ont rien d'autre à partir avec. En tout cas, c'est selon ce qu'on voit. Peut-être que, comme j'ai dit, les 8 autres agents ont d'autres idées. Peut-être que les autres aussi sont sur la trace de Spectre quelque part, puis ils ont d'autres plans, puis d'autres points d'approche qui seraient autant valables là, que le plan James Bond. Alors, ils ont genre 4 jours pour trouver les bombes, sinon ils vont devoir payer. La sœur à Derval, Dominique Derval, ou Domino, elle, la manière de savoir que c'est bien elle a 2 grains de beauté sur la cuisse gauche, que James Bond va voir, il va faire de la plongée sous-marine, puis il a juste à regarder pour ça. Là, à savoir comment il a réussi à la trouver, puis qu'elle fasse de la plongée, puis que James Bond la trouve ou la plongée, tout ça. C'est un peu un mystère à quelque part. Oui, est à Nassau, mais on s'entend qu'il y a du monde là-bas aussi. Là, fait que, en tout cas, il réussit à suivre sa trace. Le hasard va faire qu'elle s'est coincée le pied au fond de la mer, puis qu'elle n'est pas capable de remonter. Puis James Bond, il est là juste au bon moment pour la sauver. Fait que, quelque part, elle va avoir comme un petit peu une petite dette envers lui. Dans le fond, sa dette est vivante à cause de lui. Alors, James Bond va comme s'arranger pour avoir un petit lunch avec elle. Tu sais, James Bond, il est avec l'autre agente, Paula. Paula, qui est une des seules femmes récurrentes. Récurrente, c'est la deuxième fois qu'elle va arriver, qu'elle va filmer dans un James Bond. C'était une des gitanes là, dans Bon Baiser de Russie, puis elle revient là, dans un autre rôle aujourd'hui.
On en retourne à Domino. Elle, dans le fond, c'est la maîtresse à Largo. Fait que ça fait le lien avec Spectre. Largo, lui, il a son bateau, le Disco Volante, qu'on avait utilisé pour voler les bombes. Le lunch de Domino et Bond va se terminer abruptement, justement, quand le Disco Volante va arriver. Elle doit retourner à bord. Mais ce ne sera pas le dernier mot pour Bond pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe en tout cas, pour explorer cette piste-là. Fait qu'il va se ramasser un casino où ce que Largo va jouer bien sûr aux cartes. Puis on va avoir comme une confrontation entre Largo et Bond. Bond, tout le long, il va comme essayer de lancer une perche tout le temps à Largo. Il va trouver des moyens de parler de Spectre. Le Spectre de la malchance est avec toi. Ou des affaires de même. Il dit n'importe quoi, dans le fond, juste pour dire Spectre. Puis voir comment il va réagir. Largo reste quand même assez froid là-dessus, mais c'est sûr que ça l'allume à quelque part. James Bond va quand même prendre le dessus aux cartes assez rapidement. Fait que le temps que Largo essaie de revoir son argent en continuant à jouer pour gagner son argent, je sais pas s'il en a vraiment de besoin, là, mais en tout cas, Bond va se servir de l'opportunité là, pour encore pouvoir jaser un petit peu avec Domino. Il va leur prendre un breuvage avec, il va danser un peu avec, puis finalement Largo va se repointer. Là, dans le fond, Largo va lui donner un rendez-vous quelques jours plus tard. Pour pouvoir comme le connaître un peu, ou en tout cas pour pouvoir jaser avec. Mais quelque part, Largo, il sait quand même c'est qui James Bond, c'est l'ennemi, peut-être pas l'ennemi exactement numéro 1 de Spectre, mais c'est quand même là, dans le top 5. Mais le numéro 1 étant le gouvernement anglais, probablement. Mais en tout cas, je suis pas là pour faire un palmarès des ennemis de Spectre. Mais on peut remarquer en arrière de toutes ces scènes-là, il y a le personnage qu'on va apprendre qui est Felix Leiter. Mais tu sais, depuis 2-3 scènes, là, on voit tout le temps quelqu'un qui se promène en arrière. On se demande c'est qui, mais tu sais, il y a une fois où ce que Connery est carrément à côté là, de Félix, puis il n'y a pas de réaction du tout. Tu sais, ça fait juste assez bizarre quand on le sait déjà. Tu sais, c'est sûr que ces films-là, des fois, sont faits juste pour la première fois, puis après ça, tu peux te poser des questions par la suite. Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est pas le même temps. Tu sais, on n'est pas dans. Tu sais, ça fait au-dessus de quasiment 50 ans, là, ou peut-être même 60 années là, de ce film-là. Fait que, tu sais, la mentalité est pas pareille du tout. On mise vraiment sur la première fois qu'on voit le film. Mais, tu sais, quand on regarde ça, là, peut-être que ça doit faire 20-25 fois que je vois ce film-là. Puis là, ben, tu sais, juste savoir les punchs à l'avance. Puis là, ben, qu'on voit Felix Leiter qui est carrément à côté de James Bond, puis James Bond ne réagit pas. Ben, tu sais, ça marche pas tout à fait, là, en fait de logique. Mais quand on l'écoute pour la première fois, ben, c'est sûr que on se dit, c'est qui lui, tu sais, c'est un agent qui est en train là, de poursuivre Bond, puis pourquoi, tu sais, je veux dire, c'est un assassin, quelque chose de même, à la genre de Red Grant ou quelque chose de même, là, mais en tout cas, James Bond va retourner à sa chambre, puis il va sortir un gadget, là, dans le fond, qui est en train d'enregistrer les sons, puis là, ben, il va comprendre qu'il y a quelqu'un dans sa chambre, puis en même temps, ben, il y a Félix qui va cogner à la porte, qui est quand même assez nono en bout de ligne, parce que aussitôt que Bond ouvre la porte puis Félix commence à parler, James Bond va lui foutre un coup de poing dans le ventre en lui disant, dans le fond, je t'ai empêché de dire 007, mais en bout de ligne, tu sais, ça n'a pas de sens à quelque part, parce que une fois que James Bond va retourner dans la salle de bain pour pouvoir trouver l'intrus, on s'entend que le pion ou l'intrus, peu importe comment on l'appelle, il est sonné, mais pas inconscient. Fait que, quelque part, il a entendu James Bond en train de dire à Félix, ben, excuse-moi, je t'ai empêché de dire 007, mais tu es carrément à côté de la personne qui était là pour peut-être entendre ce genre d'informations-là. Ça a comme pas de sens, à quelque part, que James Bond dise ça à côté là, de l'intrus, mais en tout cas, l'intrus, il va être. Il va retourner là, aller voir Largo, puis finalement, ben, il va être lancé au requin.
Mais je vais parler de Félix, qui est comme notre 3e ou 4e acteur qui fait Félix. On avait eu Félix dans le film de 54 là, qui s'appelait Clarence Leiter, là, mais en tout cas, c'est le même personnage. Par Michael Paté. On a eu Jack Lord pour Dr. No et on avait Sek Linder dans Goldfinger. Là, Rick Van Nutter, honnêtement, là, lui, il a de l'air perdu. Ça marche pas son affaire. Il a de l'air tout le temps tanné. Il a pas de l'air à vouloir être là. Je pense que c'est clairement là, le pire Felix Leiter qu'on a à date. Puis, en tout cas, je veux dire qu'il y en a un autre là, que je me doute un peu plus tard, là, mais en tout cas, on verra quand on sera rendu à ce film-là en particulier. Mais honnêtement, là, je pense que c'est le pire Felix Leiter, puis de loin. Là, je veux dire, à chaque fois qu'il est là, il a pas de l'air à savoir du tout qu'est-ce qu'il a à faire. Je suis pas en train de parler là, de les capacités de l'acteur, là, de savoir s'il est capable de filmer ou pas. C'est plus une question là, de personnage. Je veux dire, il n'y a pas de l'air là tout à fait. Seglander de Goldfinger était peut-être trop vieux, mais lui, il a pas de l'air à vouloir être là. Il a de l'air à juste à vouloir être dans un autre film. Puis on dirait que ça paraît. En tout cas, je ne trippe pas du tout là, sur ce Felix Leiter là. Alors, James Bond, lui, il va devoir enquêter sur le Disco Volante. Il va se ramasser là la nuit. Puis, tu sais, on avait eu une scène avec Q un peu plus tôt, où Q il avait donné quelques gadgets. Il avait donné une pilule GPS. Il avait donné un genre de caméra à radio X ou quelque chose de même. Puis un genre de respirateur de poche pour pouvoir faire de la plongée sous-marine. Là. Ça donne quelque chose comme 4 minutes de respiration. Dans le fond, dans cette scène-là, pas mal le seul but, c'est de pouvoir comprendre que le Disco Volante est équipé de portes sous-marines que peut-être que les bombes ont été apportées à bord. C'est à ça que ça sert. Puis bien sûr, trouver une manière là, de montrer là, les gadgets à James Bond. Mais tu sais, c'est pas aussi explicite là, que dans Goldfinger où on avait la voiture. On a James Bond qui est sous l'eau, puis qui peut se servir de son petit respirateur, puis qui se fait tirer là, des grenades là, par les gars de l'Argo. Honnêtement, tant qu'à moi, là, c'est un petit peu une occasion manquée. On aurait peut-être pu trouver un genre de gadget à quelque part pour exploiter là, à ce moment-là, mais on a choisi là, de juste trouver ça un petit peu plus... de mettre ça un petit peu plus terre à terre, si on veut. T'sais, on a le réalisateur des deux premiers films qui est revenu aujourd'hui. On n'a pas le réalisateur de Goldfinger. Puis, comme j'ai dit là, dans les deux premiers films, c'est des films qui sont quand même un petit peu peut-être plus terre à terre que Goldfinger. Goldfinger, on est parti un petit peu là, dans l'exagération. On est parti là, dans le grandiose, tout ça, pour Goldfinger, mais on est revenu un petit peu là, dans le terre à terre pour Thunderball, même s'il y a des choses quand même là, qui sont étirées un peu. Il faut comprendre qu'on est le film après Goldfinger qui était. Il faut quand même un peu réagir à Goldfinger puis essayer là, de soutenir là, la clientèle qu'on est allé chercher avec Goldfinger. Mais je trouve que sur ce plan-là, on l'a pas mal échappé. Puis en parlant d'échapper, c'est ça, Bond réussit à s'échapper là, des grenades. Puis une fois arrivé sur la plage, il va faire la rencontre de Fiona, qui est comme encore un hasard. On a pas mal de coïncidences quelque part là, dans ce film-là. On est déjà là, rendu à 5-6 coïncidences. C'est comme tout le temps quelque chose, juste comme par hasard, James Bond est là au bon moment. À moins que Fiona, elle attendait vraiment comme sur le bord de la plage, comme peut-être que par hasard que James Bond allait survivre, quelque chose de même. Ça, je pense pas que ça l'est, honnêtement. Je trouve que c'est juste encore de la coïncidence. Puis tranquillement, ça vient me chercher. C'est pas pour dire par contre qu'il n'y a pas de tension là, dans toute la scène. Les deux sont dans la voiture, puis Fiona, c'est elle qui conduit. Elle, la vitesse elle a le pied lourd, mettons. Puis, tu sais, honnêtement, je trouve que toute la mise en scène là-dessus, je veux dire, on peut voir que James Bond, il se sent pas tout à fait à l'aise.
Mais que, tu sais, ça finit assez abruptement. Là, la voiture, elle arrive à l'hôtel, puis on fout les breaks. Là. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve qu'il y aurait eu besoin de comme un peu quelque chose pour terminer. Là, mais en tout cas, il tombe à l'hôtel, puis la scène, elle termine là. Il n'y a absolument pas de suite à rien. James Bond couche pas avec Fiona à partir de là. Ça finit là. C'est comme un petit peu là, vraiment là, fin abrupte. Le lendemain matin, Bond et Félix vont partir en hélicoptère pour peut-être chercher où ce que peut-être les bombes pourraient être. On va avoir calculé que le Disco Volante, la journée de la disparition des bombes, le Disco Volante est parti pour 6 heures, puis qu'on calcule que le maximum qui aurait pu voyager, ça aurait été 90 000. Alors, on va explorer un peu ce qu'on peut trouver là, dans cette distance-là. Mais, tu sais, à quelque part, on dit, on perdra pas de temps avec ça. On va retourner à terre, puis on verra qu'est-ce qu'on peut trouver là, avec le restant des pistes. Alors, James Bond, il va se rendre à son rendez-vous avec Largo. Puis Largo va y présenter ses 2 bras droits. Tu sais, on avait vu une scène un peu plus tôt avec Fiona. Qui tirait là, du fusil, puis il y avait des disques, puis je veux dire, elle aussi elle tirait pas mal là, juste, puis tu sais, qui est dangereuse, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Puis il faut comprendre aussi que le but à Largo, c'est pas de tuer James Bond en ce moment. Tu sais, dans le fond, de tuer l'IP parce que lui, il avait de trait un peu là, de la mission, puis que quelque part, Largo, ce qu'il dit, c'est que quand ce sera le temps, on tuera James Bond. Là, pour l'instant, la mission, c'est pas de tuer James Bond. Les échanges avec Largo et Bond, j'aime quand même pas mal là, ces scènes-là. Pareil, je trouve que Largo est quand même une tête forte pour faire face à Bond. C'est toujours comme les bonnes scènes. À chaque fois là, que les deux sont dans la même scène, en train d'essayer de se lancer la balle, je trouve que c'est vraiment là, des plus là, dans le film. Il y a quand même le bout où ce que Largo va arriver à Bond puis il va dire mais est-ce que tu tires un peu du fusil. Bond il dit mais c'est un fusil d'une femme, tu sais. Il dit tu t'y connais en fusil. Non je me connais en femme. Tu sais, c'est du typique Bond, mais tu sais, je veux dire, c'est juste comme bien lancé. Ça rappelle un peu la ligne de Dr. No, ce que Ursula Andress a dit à James Bond. Est-ce que tu regarde pour des coquillages, puis Bond y répond non, moi je fais juste regarder. Ça rappelle un peu là, ça, mais en tout cas, je trouve que c'est juste bien lancé. Pendant ce temps-là, il y a Fiona qui va aller kidnapper avec Vargas et Yanni. Ils vont kidnapper Paula pour essayer de l'interroger. Puis une fois que ça va être su, ça, Bond va retourner chez Largo là, la nuit. Bien sûr, on avait vu là, la piscine, plein de requins, puis c'est sûr qu'on savait que il allait se passer quelque chose avec ça. Fait que c'est un petit moment de tension là-dedans où on va se ramasser sous l'eau avec dans la piscine, puis qu'on va refermer là, la piscine avec le grillage, puis Bond va réussir à se sauver là, par le tunnel des requins, tout ça. Mais tu sais, c'est quand même là où on va quand même exploiter un peu encore le respirateur sous l'eau là, à Bond. Mais, tu sais, quand on sait que quand même le respirateur, dans le fond, il servait à absolument rien, c'était juste quelque chose que l'acteur se mettait dans la bouche, là. Tu sais, c'est quand même assez bien fait, là, rendu là. Tu sais, on voit les requins passer en face des acteurs. Bon, il y avait probablement là, des vitres là, pour empêcher le requin là, de manger l'acteur. Mais, tu sais, toutes ces scènes-là, quand même, là, sont quand même assez le fun à voir. Puis en même temps, quand on voit l'acteur avec comme le grillage par-dessus, on se dit comment il faisait pour respirer là, en bout de ligne. Là, il pouvait pas vraiment remonter à la surface. Peut-être qu'il y avait juste une bonbonne d'oxygène, sûrement, juste à côté, en dehors là, de l'écran. Là, mais en tout cas, quand même, le montage est quand même assez bien fait là, dans ces scènes-là. On va apprendre que finalement, Paula, elle est pas morte sous la torture. Quelque part, elle avait une genre de pilule de cyanure, puis que finalement, elle s'est suicidée.
Alors, Bond va retourner à sa chambre. Puis là, c'est là que c'est un petit peu comme tout mêlé. Mais tu sais, en bout de ligne, je pense que les acteurs disent des choses, mais en même temps, les personnages savent plus que qu'est-ce qu'ils disent. Bond va retourner à sa chambre. Là, on sait que c'est la chambre 304. Puis en jonction, là, au joint, il y a la chambre 306, qui était la chambre à Paula. Bond va passer par la chambre à Paula, puis qu'il va y avoir déjà quelqu'un dans cette chambre-là, puis qui va être Fiona. Là, c'est sûr que lui va se poser des questions, puis Fiona, elle va dire, moi, on m'a envoyé là, dans cette chambre-là juste un matin, puis quelque part, il est pas nono, il sait c'est qui Fiona, il a vu même la voiture qui avait été raccompagnée l'autre soir avec, il l'avait vu chez Largo, fait qu'il sait bien c'est qui. Sauf que pour une fois, Bond, il se pense un petit peu plus wise qu'il est, puis que quelque part, il est pas mal tout le temps persuadé que si mettons, même dans Goldfinger, il est capable de transformer une lesbienne à une amante pour Bond, peut-être qu'il se dit que une agente de Spectre en couchant avec va devenir une agente du côté à Bond, mais ça marche pas de même. Puis honnêtement, je trouve ça le fun quand même que Fiona, elle, c'est vraiment légal à James Bond d'un côté, puis elle succombe pas à son charme, je veux dire, elle est là juste pour exploiter le bon moment, mais à quelque part, aussitôt que ça vient en mission, elle retourne à faire sa job. Au lieu d'exécuter James Bond sur place, on va décider de le capturer, puis probablement l'amener chez Largo. Mais, tu sais, là, il y a une fête en même temps, là, la fête John Calou, et puis il y en a un qui est comme trop chaud, quelque chose de même, puis que, comme par hasard, il va offrir au chauffeur là, de l'auto une bouteille d'alcool, puis Bond va s'en servir dans le fond comme diversion, où il va donner un coup sur la bouteille, puis il y a Fiona qui s'allumait une cigarette, puis que finalement on va mettre feu en dedans de la voiture. Bond va se sauver de là, mais il va se faire blesser en même temps, puis il va laisser du sang à terre, puis ça va donner une trace là, pour les agents de Spectre de pouvoir suivre James Bond. Puis c'est ça, il y a quand même un peu là, de suspense là-dedans, puis de savoir comment que ça va aller. T'sais, ça change pas grand-chose pareil, parce que James Bond, il va marcher un petit peu tout croche, là, mais il y a quand même une balle là, dans le mollet, mais en tout cas, ça l'empêche pas pareil là, de se sauver. Il y a juste des petites traces de sang à terre. Là, fait qu'il va juste comme bander son mollet, mais en sortant là, de la salle de bain, les agents l'ont retrouvé. En typique improvisation de Bond, lui, il va gripper la première fille sur le bord puis essayer de danser avec pour pouvoir un peu là, trouver une manière là, de se sauver de l'endroit. Mais Fiona, elle va s'interposer là, entre les deux, puis elle va dire non, regardez, il va danser avec moi. Mais finalement, c'est comme une ruse un peu là, pour finalement détourner l'attention à Bond. Puis finalement, il y a quelqu'un qui est caché avec un fusil pour pouvoir descendre Bond. Mais Bond, bien sûr, il s'en rend compte juste à la dernière seconde. Puis il va tourner. Il va planter Fiona comme bouclier juste avant de se faire tirer. Moi, j'aime bien pareil là, la réaction à Sean Connery quelque part où ce qu'il va laisser Fiona à la table. Puis tu sais, ça se voit comme dans l'acteur. La manière qu'il va dire la ligne, il va dire est-ce que je peux laisser ma femme ici là, elle est morte, est carrément morte là, de tout l'alcool, quelque chose de même. Fait que juste la manière que c'est dit par Connery, tu sais, il a pas l'air trop sûr. J'aime vraiment sa réaction là, tu sais, la prochaine fois que vous allez regarder le film, faites juste regarder son visage, la manière qu'il dit la ligne, puis il y a comme un peu une genre de sincérité de l'autre côté. Il dit j'essaie d'en passer une là, mais tu sais, il faut vraiment que je foute le camp d'ici là. En tout cas, je trouve que c'est quand même quelque chose qui m'a fait assez rire. Alors, Bond et Félix retournent à bord de l'hélicoptère pour trouver l'avion. Puis,
comme par hasard, on va finalement trouver l'avion. Comme j'ai dit tantôt, ils ont trouvé à peu près la distance. Fait que quelque part, ils ont juste un peu à tourner alentour de là, puis peut-être qu'éventuellement, ils vont trouver où est-ce que l'avion est. L'avion où il y avait les 2 bombes. Mais tu sais, en tout cas, je veux dire, c'est quand même du hasard. Là. On s'entend là, qu'on s'en va dans l'océan. Puis tu sais, c'est pas 90 minutes pile. Puis tu sais, ça peut être aux 80 miles pile. Tu sais, c'est peut-être le disco pourrait être sorti pour 40 000. Tu sais, ça a comme pas de sens tout à fait. Là, mais tu sais, le hasard veut qu'ils trouvent l'avion. Puis que les bombes ne sont plus à bord. Alors, par déduction, ils ont probablement été pris par le disco volante, puis à partir de là, on va se dire que les bombes vont retourner à bord du disco pour les faire voyager. Fait que Bond va ramasser les plaques d'identification sur Angelo, qui est dans le fond les plaques d'identification de Derval. Puis il va aller voir il va aller rencontrer Domino. Il va la croiser dans l'eau, puis après ça, il est clair qu'ils font des choses sous l'eau, mais pour Bond, les priorités en premier, c'est correct. Mais on voit qu'à chaque fois que Bond et Domino se croisent, c'est un peu. Il y a une attirance entre les deux. Là, fait que là, pour une raison, là, elle a décidé de succomber, puis finalement, ils se sont amusés dans l'eau. Là. Fait en sortant de l'eau, c'est là où que Bond va y dire pour son frère, dans le fond, qu'il était assassiné par Spectre. Bond va mettre des lunettes, puis je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vois ça, moi, je me dis pourquoi est-ce qu'il met les lunettes. Il va essayer de la convaincre, ou il expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puis, il me semble que les lunettes fait que il va avoir comme un filtre. Il me semble que tu peux pas voir les yeux de la personne. Il me semble que tu vas essayer de dire quelque chose, puis juste le lien, le regard, c'est là où tu peux voir si la personne elle peut être sincère ou pas. Puis là, Bond met des lunettes. C'était probablement une question là, un genre de sponsor, là, mais je trouve que ça n'a pas de sens. Quelque part, Bond aurait dû mettre les lunettes dans une autre scène, quelque chose de même. Mais là, les mettre là, pendant qu'il est en train d'essayer d'expliquer à Domino que Largo est une mauvaise personne, puis ça, probablement qu'elle savait aussi, là, mais quelque part, c'est pas le temps de mettre les lunettes, tout simplement. Surtout que, l'autre côté, elle pourrait arriver puis dire, oui, tu me dis ça, mais en bout de ligne, c'est peut-être toi qui as assassiné mon frère, c'est peut-être ça, mais non, quelque part, avec les lunettes, là, ça l'enlève une genre de crédibilité, quelque chose de même. Puis Bond, il pourrait vouloir cacher un mensonge, quelque chose de même, là, en tout cas. Fait que, heureusement, Domino, elle vire sur le bon côté, puis là, elle décide d'aider Bond par la suite. Il va avoir la mort du personnage de Vargas. Vargas avait été comme un peu monté comme le personnage qui aurait pu peut-être être le bras droit à Largo, mais que genre qu'il n'y a pas de plaisir, puis dans le fond, son plaisir, c'est probablement de tuer quelque chose de même. Mais en tout cas, on ne l'a pas dit directement. Mais en tout cas, c'est ce que peut-être qu'on pourrait supposer. Ça faisait comme à chaque James Bond, il y a souvent quelqu'un qui est genre déformé, un surhomme ou quelque chose en même. Il y a quelque chose qui est anormal là, d'un certain personnage. Puis là, on ne fait pas exception à la règle. Mais quelque part, c'est juste que James Bond se retourne de bord avec un harpon, puis il va tuer le personnage directement il va rien se passer du tout. C'est un peu, c'est du James Bond typique. Il y a pas c'est vraiment nonchalant du tout. James Bond se retourne de bord avec l'arpon, à peine visé, puis boum, il est mort, ça finit là. Puis honnêtement, c'est correct en bout de ligne. Le bras droit, là, c'est Fiona Volpe. Elle est morte, puis c'est quelque part, il aurait pu peut-être mettre un peu d'emphase sur Vargas, mais en tout cas, ils ont mis ça, que ça finit direct de même. Puis quelque part, comme je dis, ça fait assez Bond quelque part, ça retourne de bord comme si de rien n'était, puis le personnage il est fini là.
Domino elle va laisser savoir à Bond qu'il y a un endroit où il y a des genres de marches puis une genre de petite rivière où ce que l'argot défend des gens d'aller, qu'il y a peut-être quelque chose de louche qui se passe là. Dans le fond, c'est un endroit où ce que l'argot plonge avec des plongeurs pour rentrer là, dans l'eau puis qui doit mener à ses opérations sous-marines. Fait que Bond, il s'en va là, dans le fond, c'est sa prochaine étape. Puis il va se mêler avec les plongeurs à l'argot. C'est là que, dans le fond, ils vont aller récupérer les bombes. Ils vont avoir arrêté au disco. Peut-être que Bond va avoir eu là, un peu plus d'informations pour savoir où il allait aller à Miami. Puis, il y a l'Orlando Forley Point. Là, on l'entend pas, mais justement, ça doit être là que c'est dit. Là. Fait qu'ils vont replonger puis ils vont ramasser les bombes. Mais Bond va se faire découvrir. Fait que Bond doit se sauver puis il va rester coincé là, dans une caverne. C'est là qu'il va prendre la pilule GPS puis que finalement Félix va aller le rechercher. Mais tu sais, même aujourd'hui, si mettons, on serait pogné dans des roches, un signal GPS, ça se perdrait pas mal, là, mais en tout cas, Bond a un genre de signal encore mieux là, que qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Là. Puis c'est là que dans le fond qu'on va savoir où qu'on se passe là, pour la finale. On s'en va à Miami. Puis c'est ça, dans le fond, les bombes sont à bord du disco, puis c'est là que on va larguer là, la première bombe, on va vouloir la déposer à Foyles Point. Puis on va empêcher, dans le fond, que l'opération se termine. Il va y avoir des soldats américains qui vont plonger dans l'eau pour empêcher ou intercepter l'équipe à l'argot de déposer la bombe. Puis là, ben, ça va être la tuerie dans l'eau. Ça va durer 7-8 minutes. C'est correct là, pour les 2 premières minutes, mais le temps dans un film, normalement, là, ça l'avance plus rapidement. Honnêtement, là, j'avais l'impression que ça durait peut-être 20 minutes, une demi-heure. C'est comme un peu interminable. C'est comme juste voir tout le temps une séquence de quelqu'un qui se fait attaquer au harpon, se fait enlever les masques, se fait poignarder. Là, il y a un bout où il y a des requins, ils s'en vont se mêler à l'entour d'un bateau qui a coulé. Il y a des choses qui changent un peu visuellement, mais honnêtement, là, pendant 8 minutes, là, ça devient long. Là. Bien sûr, il y a la musique de Barry qui aide un peu à passer au travers de la scène. Mais c'est vraiment redondant après un bout. Là. C'est quelque chose là. On avait comme une nouvelle manière de faire le film, puis on avait le budget pour le faire, pour réussir à faire un film dans l'eau. C'était un exploit en soi, mais à quelque part, je pense que on en a trop mis. Là. Puis là, le film, là, il perd vraiment ses jambes à partir de là. Là. Il avait un peu perdu ses jambes là, avec la mort de Fiona. Mais là, à quelque part, là, ça devient vraiment long. Là. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ce film-là, ou les premières fois. C'était une copie télé. Dans le fond, je l'avais pogné à la télé, puis j'avais réussi à m'en faire une copie. Puis l'écouter. En plus, le fait que c'est enregistré, puis en plus que c'était à la télé, c'était pas le même format que d'une télé d'aujourd'hui. C'était le format 4:3. Fait qu'on coupait un peu les côtés pour que ça rentre ça remplisse la télé. Puis, c'est juste que la manière qu'on coupe ces scènes-là, on voit juste un peu comme tout le temps la même affaire arriver. On voit pas l'expansion du Panavision, on voit juste comme un peu le centre, puis peut-être qu'il est adapté, là, peut-être qu'il y a des fois on voit plus à gauche, des fois plus à droite, ok, c'est arrangé. Sauf que ça devient tellement tout le temps la même image là, que c'était quelque chose là, qui même au courant des années, j'ai eu de la misère à embarquer dans cette scène-là. C'est sûr qu'à cette heure,
première, je l'ai eu plus tard en DVD, puis après ça, j'ai racheté en Blu-ray. C'est sûr que là, à cette heure, on voit mieux l'image, on voit un peu plus qu'est-ce qui se passe. Mais honnêtement, c'est quand même redondant. C'est plus intéressant, mais c'est redondant. Puis, tu sais, il y a l'équipe qui sont en train d'attaquer la gang de Spectre. Mais tu sais, il y a Bond qui arrive comme à la rescousse. Il y a un moteur sur lui qu'on avait vu, que dans le fond, que Q lui avait fourni. Mais tu sais, je me dis pourquoi que l'équipe américaine n'ont pas aussi un genre de gadget de même. Tu sais, ça serait juste un peu logique, quelque chose de même. Tu sais, je veux dire, les nageurs, c'est juste des nageurs pas équipés. C'est quand même l'armée américaine, à quelque part, ils ont accès quand même à de la technologie aussi. Puis Bond arrive de nulle part, puis lui, il a juste un propulseur sur lui, puis qui le fait aller plus vite. Je sais pas, quelque part, Bond est là pour sauver tout le monde. C'est le film à James Bond, je le comprends. Mais que quand même, les autres sont pas équipés, c'est ça qui me fait un petit peu poser des questions. Alors finalement, c'est ça. L'équipe à Largo se rend, puis Largo se sauve à bord du Disco Volante. Bien sûr, Bond va monter à bord du Disco Volante. Juste avant, il y avait Domino que il s'était fait donner la caméra à Bond pour pouvoir savoir si les bombes sont à bord, mais en bout de ligne, ça a donné absolument rien. Le personnage de Domino, en bout de ligne, ne sert pas à grand chose, à part juste donner un petit lien entre pourquoi que Bond va se ramasser à Nassau, mais en bout de ligne, là, elle va apporter rien à l'histoire. Largo va avoir trouvé le gadget à Bond, puis dans le fond, il va avoir. Dans le livre, ça va être plus explicite là, que Domino va être torturé, mais dans le film, elle ne sera pas torturée du tout. Là, aussitôt qu'elle va arriver pour se faire torturer, Largo va être interrompu. Puis là, on va avoir le personnage là, de Cots, que lui, il avait l'air, c'est plus un spécialiste là, des armes atomiques, qu'il y a comme un réveil de conscience, quelque part. Puis, il dit que Largo est viré fou, mais je veux dire, à quelque part, il sait depuis quand qu'il est viré fou. Il vient de voler des bombes, tout ça, puis ils ont des plans là, de tuer du monde là, avec les bombes, tout ça. Ça marche pas tout à fait. C'est juste qu'on dirait que je sais que le personnage a été écrit sur papier, mais on dirait que toutes ces scènes-là ont été rajoutées par la suite, puis on savait pas quoi faire, puis on a filmé le film sans elle. Puis tout d'un coup, on dirait qu'on est arrivé, on a dit hey, il faudrait peut-être rajouter un personnage féminin au film. Puis là, c'est là qu'on a écrit le personnage Domino. Comme je dis, c'est sûr que ça a été écrit depuis le début, mais c'est l'impression que ça donne. On dirait qu'on savait vraiment pas quoi faire avec ce personnage-là. Puis qu'on a filmé des scènes à part, puis qu'on les a collées au travers. Fait que ça quand même le personnage de Domino va arriver à être inclus dans l'histoire avec Bond, pour que dans le fond, quand Bond et Largo, puis une couple de gars à Largo se battent tout sur le pont, pendant que le Disco Volante il est en train là, de voyager à toute vitesse, puis tu sais, honnêtement, c'est un petit peu filmé là, en accéléré, puis en plus de les images en arrière, que dans le fond, on veut pas nous montrer là, les écrans bleus là, qui ont été ou les images là, de les petites îles, puis de l'eau, là, tout ça. On veut pas vraiment nous le montrer parce qu'on sait que ça paraît pas bien. Fait que toute cette scène-là, honnêtement, là, c'est tout mal monté un peu. Puis on veut juste essayer de montrer un peu là, de stress, puis de tension, puis d'action, puis tout ça ensemble, pendant que l'armée américaine est en train là, de détruire là, le restant du Disco Volante, dans le fond, pour terminer toute cette histoire-là. Le personnage de Colt, lui, il a juste jeté carrément le détonateur par par-dessus bord, fait que il n'y a plus de danger pour les bombes. Puis tout ça se passe à peu près en 5 minutes. Largo qui rembarque à bord du Disco Volante, on est à 2h03, puis le film dure 2h10 avec le générique de fin. Fait que tout ça se passe en dedans de 5-6 minutes.
Puis c'est juste comme vraiment frénétique. Éventuellement, Largo prend le dessus sur Bond, puis il voit pas Domino arriver par en arrière, puis qu'elle le tue par un harpon. Puis, tu sais, ça va tellement vite qu'après ça, ils sont plus capables d'arrêter le bateau, puis qu'ils doivent sauter par-dessus bord. Le personnage de Coates, il s'est-tu noyé, quelque chose de même? Parce qu'en bout de ligne, tout ce qu'ils ont réussi à la fin, c'est à cause de lui quand même. Il a sa prise de conscience, à quelque part. Il a réussi à déprendre Domino. Il l'a secouru. Puis elle, elle a réussi à sauver Bond. Fait que dans le fond, on pourrait être quand même assez remerciant du personnage de Coates, mais en bout de ligne, on voit plus le personnage. À quelque part, c'est-tu noyé? Ok, probablement que l'armée l'a ramassé à quelque part. Peut-être, mais le bateau allait tellement vite que... Je sais pas. C'est sûr qu'il est à côté du bateau qui a explosé. Fait qu'à quelque part, sûrement que la CIA va avoir été checker le bateau par la suite, puis que finalement, lui va être secouru. Puis à quelque part, tu sais, je voudrais pas vraiment voir les trois se ramasser sur le bateau que Bond se fait laisser là, par un avion. Fait que qu'il y ait juste Bond et Domino qui embarquent sur le bateau, là, j'ai aucun problème avec ça. Puis, tu sais, tout ça, c'est, comme je dis, là, tout ce qui vient de se passer, ça se passe en 5-6 minutes. C'est vraiment frénétique. C'est comme dans Goldfinger, toute la fin, là, en 3-4 minutes. Puis, tu sais, c'était l'épilogue. Puis là, on a encore un autre genre d'épilogue. Le Disco Volante est détruit. Largo est mort quand même, jusqu'à une minute avant. Puis là, il reste genre une minute au film. Puis tout se passe assez rapide. Une fois que l'histoire est terminée, on dit le film est fini avec la mort du grand vilain. Fait que Bond et Domino se font ramasser par l'avion. Je trouve que c'est quand même assez cool comme fin. J'aime vraiment là, cette fin-là. Juste, ça fait... c'est n'importe quoi rendu là. Tu te dis comment qu'ils vont réussir à comme le ramasser par la suite. Il est quand même en train de voler attaché à un avion. Là, c'est n'importe quoi. Mais pour finir le film, je trouve que c'est vraiment, vraiment hot comme fin. Puis en plus là, de la chanson originale de Dr. No, là, de la tune de James Bond, je veux dire, c'est comme tout bien fait là, pour terminer. C'est juste comme n'importe quoi, mais ça fit vraiment là, avec le personnage de James Bond. Alors, en conclusion, c'est un film que je peux pas dire que je m'amuse autant à écouter ce film-là que les trois précédents. Il y a des longueurs, des certains bouts. Je peux pas l'endosser pleinement. Puis je vais expliquer un peu là, le fonctionnement que je peux faire. C'est ce que je donne en vert, c'est des films que je peux quand même endosser, puis quelqu'un qui arrive dans la série, je vais dire écoute ces films-là, puis pas ceux-là, puis tu sais, je veux dire, il y a quand même 28 films là, dans cette rétrospective-là. Fait que, à quelque part, il y en a qui sont endossables, il y en a que, peut-être que si, mettons, tu as vu les autres, tu peux tomber au second rang. Il y en a que, quelque part, si tu n'as assez, t'as pris le second rang, puis t'en veux encore, t'as le troisième rang que, à quelque part, qu'ils ne sont pas vraiment là, des films qui peuvent être endossés, puis t'as des films que tu peux vraiment, mais vraiment pas endosser. Celui-là, je dirais que Opération Tonnerre va tomber pas mal là, dans le deuxième, troisième rang, quelque part. Là. C'est pas un film que je peux pas... Il est pas mauvais. Là. Il y a quand même un bout. Là, c'est plus une fois que Fiona Volpe à part du film, c'est là que le film aussi, il n'y a plus grand chose là, qui reste là, à tenir avec le film. L'intérêt est pas mal parti. Puis c'est vraiment dommage qu'à quelque part. Parce que, tu sais, il y a Connery qui pouvait quand même soutenir les trois premiers films. Puis là, dans ce film-là, on dirait qu'il commence, tu sais, le prochain là, va être pas mal son dernier film. En tout cas, on va en parler, là, ça le sera pas, mais. On le voit aussi qu'il est plus relax dans le film d'aujourd'hui. On voit qu'il y a un côté qui est peut-être trop dedans. Il est peut-être un petit peu blasé, peut-être. Là, je veux dire, il est pas mauvais, mais à quelque part, on sent que
il commence à être un petit peu peut-être trop comme sur l'automatique. Puis on sent qu'il commence à manquer le feu un peu là, derrière ses yeux, là, à quelque part. Là, il y a un petit peu là, moins de confiance. Ben, la confiance est peut-être trop là, justement. Fait que le dernier acte du film là, souffre beaucoup de ça. On les laissait à Bond et Leiter, puis en tout cas, je n'ai parlé de Leiter tantôt, c'est pas lui que j'aime le plus là, dans ce film-là. Le personnage de Largo, je l'aime bien, par contre. Adolfo Celli, il fait bien sa job, sa menace est tout le temps là. Je voudrais pas me ramasser là, dans la même chambre que lui, ça c'est certain. Mais en même temps, tu sais, je voudrais pas me ramasser, mais je voudrais juste pas me ramasser en opposé contre lui. C'est plus ça. Parce que c'est quelqu'un qui sait c'est quoi qu'il a à faire, puis il va respecter ses affaires. Fait que, s'il n'y a rien contre toi, t'as pas de problème. Là. Mais en tout cas, fait que, le personnage de Largo, j'ai aucun problème avec. C'est vraiment une des forces du film. Puis Fiona Volpe, c'est une autre très grosse force du film. Mais Connery, c'est pas un point négatif du film, mais c'est pas un atout non plus. T'sais, il commence vraiment là, à pu être en pleine forme là-dessus. Je veux dire, pas en forme physique. Là, il a juste 35 ans, il est pas si vieux que ça. Mais c'est juste là, son intérêt pour le rôle. Ça se voit là, que ça commence à être un petit peu tanné, tranquillement. Puis c'est sûr que toutes les coïncidences, tu sais, Bond qui est à la clinique au début en même temps que l'IP et Angelo. Domino dans l'eau, le Bond qui trouve l'avion, l'alcoolique qui arrive à l'auto, Bond qui tombe sur le chemin à Fiona qui est en voiture. C'est tous des détails quelque part. C'est trop des détails qui font avancer l'histoire, qui sont juste comme de la chance. Il n'y a pas comme des fois là, des raisons narratives logiques à ce que ça avance. C'est tout le temps comme des coïncidences qui font que l'histoire avance. Ce qui fait que ça se résume à ce que l'histoire est mal écrite. Alors, ce point de vue histoire, là, c'est pas vargeux non plus. Fait que, ça va rester un jaune. Là. J'ai pas le choix de le mettre dans cette catégorie-là. Mais ça ne fait pas que c'est un mauvais film. C'est juste que c'est pas un film que je peux endosser pleinement à dire à essayer là, d'attirer quelqu'un ou dire si tu veux écouter un film de James Bond, ben le premier film à penser c'est Opération Tonnerre. Non, ça je veux dire, c'est hors de question, c'est certain. C'est peut-être le film qui va être le plus le point de vue monétaire qui va avoir eu le plus de succès jusqu'à ce jour, en relation en fêtant tout ça. Il va avoir été fait pour 9 millions, c'est 3 fois le budget de Goldfinger, puis il va avoir rapporté 142 millions. Qui est encore supérieur à Goldfinger. Comme j'ai dit, c'est plus d'argent que n'importe quel autre là, qui va suivre, compte tenu là, du temps, bien sûr, puis de l'argent comment cabalait dans le temps. Si on amène ça à aujourd'hui, ben ça va toujours être le film le plus rentable, puis quand même assez de loin. Mais c'est pas à cause qu'il a fait beaucoup d'argent que ça fait que c'est le meilleur. C'est ça un peu. C'est souvent... quand une suite fait de l'argent, c'est souvent à cause du précédent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souvent noter. Ce qui est pour du livre de Opération Tonnerre, comme j'ai mentionné dans les précédents podcasts, moi j'ai lu quasiment tous les livres. Dans le fond, Opération Tonnerre étant le 9e livre, puis c'est pas mal le livre que, quelque part, j'ai pas mal arrêté des lire. Les 5 suivants, je les ai juste écoutés en livre audio. Je les ai tous réécoutés là, par la suite en livre audio, mais je les ai comme toutes vus ou plus écoutés. Je les ai toutes lues à quelque part d'une forme ou d'une autre, mais je dirais que c'est pas mal celui-là qui m'a comme un peu là, ralenti un peu. C'est sûr que je venais comme toutes de les écouter lus en rafale, là, genre en dedans là, de 6 mois, 1 an, là, je les avais comme toutes lues jusqu'à là. C'est quand même le 9e livre. Puis c'est pas une raison pour dire que c'est pas une manière plutôt pour moi de dire que le livre était pas intéressant. C'est juste quand même une manière à quelque part où si mettons on les lit là, à partir de Casino Royale jusqu'à
Opération Tonnerre, ben c'est quand même beaucoup d'histoires. Il y a même le livre précédent là, qui était For Your Eyes Only, qui était quelques histoires dedans. Tu sais que c'est un recueil d'histoires. Ça fait quand même beaucoup d'histoires là, en peu de temps. Fait que peut-être que c'était un peu je commençais à être essoufflé rendu là. Mais tu sais, ça ne le fait pas nécessairement un mauvais livre. Mais tu sais, c'est pas nécessairement le meilleur des livres. Je vais toujours dire que probablement Bon baiser de Russie est probablement le meilleur livre là, dans tous les livres de James Bond. Mais tu sais, celui-là, il est pas mauvais non plus. Mais en même temps, tu sais, c'est peut-être un peu ça aussi dans Goldfinger. Puis même Bon baiser de Russie et Dr. No. C'est sûr que tu sais, la ligne narrative du livre est pas mal comme le film. Fait qu'en quelque part, est-ce qu'on veut vraiment relire la même affaire qu'on a vu à l'écran? C'est ça un peu que c'est à vous de juger dans le fond si maintenant vous aimez tant le film de vouloir voir ou lire la version livre. C'est plus ça que si maintenant ça pourrait vous intéresser d'aller sur le côté littéraire ou sinon il y a toujours les versions de livres audio. Que les versions anglaises, il y a un format qui a été réalisé là, il y a une couple d'années, ce qu'on avait apporté là, généralement des personnes qui sont en lien avec l'univers de James Bond. Qui lisent les histoires dont on a l'espion qui m'aimait qui est lu par Rosamund Pike qui va apparaître plus tard là, dans Meurt un autre jour, puis dans le film de Meurt un autre jour, ben il y a aussi Gustav Graves qui est joué par Toby Stevens que lui fait aussi le livre audio de From Russia with Love qui, tu sais, c'est quand même le fun d'entendre des personnages ou des personnages qu'on connaît dans l'univers de James Bond cinématographique qui font les versions audio des livres. Fait que c'est des versions intéressantes que vous pouvez vous tourner là, si mettons vous avez pas le temps de vous asseoir dans votre lit là, 5 minutes avant de vous coucher pour lire quelques pages. Ben, les versions audio, ben, c'est toujours quelque chose là, qui est quand même un peu plus facile d'accès. Puis que vous pouvez suivre l'histoire de James Bond là, en fait là, d'histoire littéraire. Pour conclure total sur le film d'Opération Tonnerre, tu sais, ce film-là, comme j'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, ça devait être peut-être le film pour lancer la franchise en 1959. Qui est comme sous-entendu à quelque part que si maintenant on avait eu ça comme premier film, le premier film de Dr. No a été fait avec un budget de 1 million. Là, pour réaliser celui-là d'aujourd'hui, on parle de 9 fois ça. T'sais, oui, un peu l'argent a changé un petit peu, là, il valait un petit peu plus que ça dans le temps, puis tout ça, mais on s'entend que pour le même million, peut-être qu'il a été fait pour 8 millions là, de 1962, mettons. En tout cas, peu importe. Il est clair que on n'aurait pas le même produit à la fin, on aurait probablement une version très claustrophobe de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, parce que malgré le fait que j'y donne un jaune sur le film, mais on s'entend que le film est quand même assez grandiose. Il y a des grosses sets, il y a beaucoup une vision quand même assez grosse du film, puis c'est sûr que si maintenant on avait 9 fois moins de budget, ben il y aurait quelque chose qui serait coupé dans tout ça. Je veux dire, toutes les scènes sous l'eau, probablement qu'il n'y aurait rien de ça qui serait filmé. Probablement que le vol de l'avion avec les 2 bombes, il n'y aurait probablement rien de ça qui serait filmé, ou ça serait juste une mini-scène ou quelque chose de même. Mais il y aurait vraiment beaucoup moins de choses là, de grande envergure là, qu'on a aujourd'hui. Là. Fait que ça serait vraiment là, un plus petit film. Mais je suis pas prêt à dire que peut-être ça n'aurait pas été bon. C'est quelque chose là, que je peux quand même mettre l'emphase. Parce que comme j'ai dit, c'est là aussi avec si mettons on aurait moins de scènes sous l'eau, ben peut-être que ça aurait rajouté quelque chose au film, là, surtout là, dans le dernier acte. Mais évidemment, ben, c'est quelque chose là, qu'on ne saura pas qu'est-ce qui aurait pu découler de ça, parce que finalement c'est pas arrivé, on a embarqué avec Dr. No.
Puis ça nous a permis de réaliser Opération Tonnerre comme qu'on devait avec le budget qu'on avait besoin pour le faire. Je veux pas sonner décourageant, mais dans plusieurs mois, on va parler du remake du film d'aujourd'hui. C'est quelque chose comme l'épisode 16 de la rétrospective. Fait que on est à l'épisode 5, fait que dans 11 podcasts, on va reparler du film d'aujourd'hui. Dans le fond, une version refaite de 1983. J'aimais plus jamais que il va avoir Sean Connery à son retour après genre 12 ans d'avoir lâché son permis de tuer. Fait que on va reparler de ça dans plusieurs semaines. Mais avant de parler de Jamais plus jamais, qui ne fait pas partie officiellement de la franchise de Eon, on va parler la semaine prochaine du film qui ne fait pas partie de la franchise aussi, Casino Royale, et non pas le film avec Daniel Craig, mais La Paradis de 1967, qui est un film que j'ai pas vu souvent. Je l'ai depuis très longtemps dans mes affaires, mais j'ai eu le courage de l'écouter, je crois, 3 fois au total. Puis là, quand je dis courage, je suis pas en train de dire que nécessairement c'est pas un film que je donnerais pas un rouge. Mais c'est pas un film là, qui se joint bien avec le restant de la rétrospective. On s'entend que c'est carrément là, de la comédie. Et même la dernière fois que je l'ai écouté, il y a vraiment plusieurs années, mais je l'avais quand même pas détesté. Je m'étais quand même amusé là, à l'écouter d'un bout à l'autre. Mais on verra qu'est-ce qu'on en dira là, la semaine prochaine. Mais d'ici le podcast la semaine prochaine... Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter. Dans le fond, c'est pour pouvoir parler un peu avec moi et d'autres personnes de la communauté Premier Visionnement de vos expériences sur les films de Bond. Êtes-vous d'accord avec moi si, mettons, Opération Tonnerre valerait un verre, quelque part, un film qu'on peut endosser puis dire pleinement, comme premier film de James Bond à écouter avec Sean Connery, le film d'Opération Tonnerre, c'est probablement le meilleur à écouter, bien avant Dr. No, Bon baiser de Russie, ou même peut-être Goldfinger, en tout cas, des choses que vous pouvez parler sur le site de premiervisionnement.com sur Facebook ou Twitter. Mais sinon, avec le podcast, moi j'ai toujours essayé là, de vous dire 2 choses. Un, de jamais laisser l'adversaire vous voir saigner. Et de 2, toujours avoir une porte de sortie. He blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.